Parce qu'au bout du compte, on le voyait venir. Voilà. L'Arabie Saoudite l'avait déjà averti, le Koweït l'a averti, Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis aussi, mais il n'y avait pas encore d'annonce officielle. Ils avertissent donc que les Émirats Arabes Unis vont ouvrir le détroit d'Ormuz par la force, qu'ils vont entrer en guerre. Ils assurent les gens que le détroit le plus important du pétrole mondial, la côte. Des histoires d'équipe, on en a déjà vu pas mal, non? Comment ça se présente, non? Cette partie du monde va être ouverte. Deuxièmement, que disent les Émirats Arabes Unis? Selon eux, les Émirats Arabes Unis feraient avant tout pression pour que le détroit soit ouvert. Mais ils assurent que cela doit se faire immédiatement, et peu importe si c'est par des mouvements militaires. Merci. Où tout cela mène-t-il? Les Émirats Arabes Unis annoncent officiellement qu'ils cherchent déjà ce qu'ils vont faire, et si l'option militaire en fait partie, c'est probablement celle qu'ils vont utiliser. Ils font un mouvement dans lequel ils vont se convaincre, disent-ils, pour ne pas entrer seuls, ils vont convaincre le Qatar, les Émirats Arabes Unis, les Émirats vont convaincre le Qatar, l'Arabie Saoudite, et possiblement Bahreïn. Il n'est pas clair ce qui va se passer avec le Koweït ni avec Oman, bien que le Koweït pourrait déjà participer. Ils ont déjà permis aux États-Unis de tirer depuis le Koweït. Au fait, vont-ils peut-être convaincre le Japon, peut-être l'Inde? Ils font des démarches en Europe, mettant la pression sur l'Europe pour qu'elle participe aussi avec les États-Unis, donc les Émirats Arabes Unis. C'est donc passé d'un pays qui n'est pas très sûr. Regardez, ils sont fortement armés, c'est-à-dire qu'en termes d'armes, il n'y a pas de problème. Ils ont beaucoup d'armes, ils ont des avions. Ils s'entraînent depuis de nombreuses années avec les États-Unis, mais aussi avec d'autres pays au plus haut niveau. Ils connaissent les armes, mais ils n'ont pas d'expérience de la guerre ou très peu, pratiquement aucune. Ce qu'ils ont, c'est de l'argent, et ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, ils sont à un point où ils ne peuvent pas avancer. Dubaï va mettre des années à regagner la confiance des touristes, des investisseurs. Qui voudrait acheter un appartement à Dubaï en ce moment? Quand ils savent qu'à tout moment tout peut basculer, que l'Iran peut les attaquer et tout leur causer des problèmes. En ce moment, il y a une méfiance dans toute cette région. Il y a des menaces contre les entreprises américaines, ce qui aurait évidemment un effet important au niveau mondial. Le prix du pétrole au-dessus de 100. Et c'est comme ça qu'on avance. On connaît déjà tous les problèmes qu'il y a autour. Dubaï, la ville, tout ce que la région développe dépend du tourisme et de la finance, seulement 1% dépend du pétrole. Eux, ils se. Il faut se rappeler que les Émirats Arabes Unis sont composés de plusieurs régions, il y a des zones très pétrolières et d'autres non. Dubaï, ce n'est pas le pétrole, Dubaï est touristique, financier, immobilier, et tout cela rapporte sûrement. La principale crainte est que la fermeture du détroit provoque un effondrement économique mondial. Et avec cette idée, ils vont leur présenter l'avenir. Apparemment, ils vont y aller et leur dire « Voilà, voici ce qui va se passer dans 6 mois, voici ce qui va se passer dans 1 an, voici ce qui va se passer dans 1 mois de plus. Voici les effets qu'il y aura si rien n'est fait. » Et ce qu'ils veulent supposément, eh bien, c'est mettre fin au régime, c'est-à-dire, vraiment, c'est mettre fin au régime. En pensant que dans tout le Moyen-Orient, il y aura un État radical de moins, et même s'il reste des groupes radicaux ici et là, ils continueront à l'attaquer, mais un État aussi radical que l'Iran ne sera plus possible. Du moins, c'est ce que pensent ces pays. C'est pourquoi, par ailleurs, il faut se rappeler ce qu'a fait le frère du prince héritier d'Arabie Saoudite, qui est le. Nous allons y aller comme s'il était le président, comme s'il était le roi. Le roi n'agit pas, c'est le prince héritier qui agit, et le frère du prince héritier aussi, a dit le roi. Évidemment, c'était quelques jours avant que la guerre ne commence. Vers le 26 février, il est allé à Washington. L'histoire était très connue parce qu'elle était publique. Alors, on a appris qu'à la Maison-Blanche, il leur a dit qu'ils devaient mettre fin au régime, que c'était la dernière chance de mettre fin au régime avant qu'il ne devienne encore plus puissant. Et clairement, il contrôle le détroit d'Ormuz en ce moment et il ne compte pas le lâcher.
De plus, ils ont modifié les lois de l'Iran pour permettre, selon la loi iranienne, de faire payer le passage. Les gens qui passent par là ont déjà apprécié cela. Et ils restent sur place, sauf intervention extérieure. Jusqu'ici, ils tiennent bon là-bas. C'est-à-dire, oui, ils sont en train de gagner. Du point de vue militaire, les batailles petits sont gagnées, mais la stratégie ne semble pas être victorieuse, les missiles ne semblent pas être épuisés. Donc, eh bien, c'est intéressant. Au moins, il est aussi étrange de penser que ce genre de, disons, stratégie n'ont pas été mises en œuvre auparavant, qu'il faille 1 mois pour le faire. Ils pensaient que l'Iran s'effondrerait plus tôt, mais comme ce n'est pas arrivé, ils vont maintenant agir. Vraiment? Et je vous pose la question, ne vont-ils pas intervenir en coalition ou est-ce que les Émirats arabes unis vont rester seuls? Imaginez si cela arrive. Les Émirats arabes unis entrent seuls dans le conflit, sans l'implication d'autres pays. Et que les États-Unis, éventuellement, se retirent. Comment l'Iran se retrouverait-il? Comment se retrouveraient les Émirats arabes unis? Pardon, que ferait l'Iran dans ce cas? Alors si la décision qui va être prise, et souvenez-vous, regardez, il va y en avoir une annonce sera faite dans un moment, dans quelques heures, minutes ou plus, selon le moment où vous regardez cette vidéo aux États-Unis. Concernant l'Iran, vont-ils faire une autre annonce à la nation? En Australie, plusieurs annonces seront faites aujourd'hui dans différentes parties du monde. Et l'Australie? Je pense que c'est déjà fait, ils sont en avance. Je vérifierai tout à l'heure si l'annonce a été faite. Je pense qu'à ce stade, c'est déjà pris en compte. Je vérifierai ça tout à l'heure parce que je n'ai pas eu le temps de le voir avant. Mais une autre chose, c'est que les marchés ne changent pas. Ils n'ont pas basculé face à ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on s'est réveillé avec le pétrole à 99 $, c'est-à-dire qu'il a baissé. On va voir combien de temps ça va durer. On puise dans les réserves, on fait tout ce qu'on peut pour inverser les faits. Non. Voilà les questions. Les Émirats arabes unis font ce qu'on attendait de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'ose toujours pas rendre cela officiel. Et d'autres pays du Moyen-Orient vont sûrement rejoindre ce pays, peut-être, on verra bien. En attendant d'ailleurs un détail de plus. On annonce que l'éclipse la plus longue du siècle va avoir lieu, selon les rapports. Cette éclipse aura lieu le 12 août. D'après les rapports, le premier contact du disque solaire avec la Lune aura lieu au coucher du Soleil. Est-ce que ce sera en Espagne? Au moins à 19h30. La phase de totalité arrivera à 20h27, selon les rapports. Ils assurent que ce ne sera pas spectaculaire. Dans le Pays basque, les meilleures conditions pour observer l'éclipse se trouveront à l'ouest de la Biscaye, même si le point le plus privilégié sera Alava, à Guipúzcoa. En revanche, l'éclipse n'atteindra pas 100% de sa totalité dans cette zone. Bon, eh bien tout à l'heure, ma fille, je vais faire en sorte que la date soit fixée. Nous vérifions où ailleurs dans le monde cela est visible. Cette éclipse, mais ils assurent que ce sera la plus longue du siècle. Je ne sais plus, on n'en verra plus d'aussi longue, n'est-ce pas? Évidemment, ils demandent d'utiliser des lunettes homologuées. Pas n'importe quelles lunettes, mais des lunettes vraiment faites pour ça. Et pour d'autres choses, comme vous le savez, Donald Trump a déjà été surpris en train de regarder l'éclipse lors de son premier mandat. Vous vous souvenez? Comme ça, sans rien, sans ses lunettes spéciales. Bon, écoutez, il y a un autre sujet dont je veux vous parler qui concerne les nouvelles alliances qui se forment dans le monde. Allons-y. Il y a principalement 3 alliances qui sont en train de se former, qui sont en train de se redessiner sur la carte de la géopolitique. Le monde ne fonctionne évidemment plus comme pendant la guerre froide, et même si on sait plus ou moins qui est avec qui, les alliances sont désormais différentes. Par exemple, au sein de l'OTAN, il y a des pays comme la Hongrie elle-même, par exemple, qui, bien qu'elle fasse partie de l'OTAN, ne joue clairement pas du côté de l'OTAN, mais plutôt du côté de la Russie. Cela complique la situation pour la Russie. Vaut-il mieux que l'OTAN existe pour avoir un allié à l'intérieur? Ce n'est pas uniquement la Hongrie.
Il y a aussi deux autres pays qui sont clairement plus alliés du côté des Russes. Un autre sujet, une autre alliance curieuse, c'est les États-Unis. La Russie spécifiquement, pas les États-Unis en tant que pays, mais Trump en tant que président, qui a une relation assez étrange avec Vladimir Poutine. Un jour il est ennemi, un autre ami, parfois complice, puis fâché contre lui, et ainsi de suite. Le monde fonctionne très différemment, et c'est ce dont je souhaite discuter. Au final, cette conversation est avec vous, et j'espère recevoir vos commentaires et avis. La planète s'est réorganisée, souvent dans l'intérêt des pays, mais aussi très souvent par peur. Est-ce que ces nouvelles alliances qui se forment finiront par consolider un pays, par exemple la Chine? À la fin de la vidéo ou à la fin de cette partie de la vidéo, je voudrais expliquer pourquoi. Je pense que même s'il y a effectivement des risques, il y a aussi des mouvements qui s'opèrent et qui équilibrent un peu les choses, ce qui fait que les risques deviennent de moins en moins importants. Nous évoluons, nous les êtres humains évoluons d'une manière très étrange, même s'il y a beaucoup de défis. Même si tout semble être de mauvaises nouvelles, ce n'est pas le cas. Il y a aussi dans tout ce que je vois, tout ce que j'observe, malgré les disputes, et il y en a pas mal, non. Les pays puissants dépendent de plus en plus d'eux. Parmi eux, disons, d'autres pays aussi qui sont dans cette dynamique de développement, qui ne sont plus du tiers-monde, mais qui ne sont pas non plus du premier monde. Et là, il y a plusieurs pays d'Amérique latine, il y a le Brésil, il y a le Mexique, il y a plusieurs pays. Le Chili, je pense que non, pas tout de suite. L'Argentine aussi, et d'autres pays, comme le Pérou. Sans parler aussi de beaucoup d'autres qui entrent dans une phase de développement très différente de ce qu'ils avaient à d'autres époques. Et il est clair qu'on ne peut plus parler de ce tiers-monde qu'on connaissait dans les années 80 à d'autres époques. Il reste encore beaucoup à faire, bien sûr, mais il y a un changement. On voit vraiment un changement maintenant. Le premier bloc, c'est ce qu'ils appellent l'axe ou l'axe eurasiatique. Ce sont trois pays et leur alliance est très claire, la Russie, la Chine, l'Iran. Mais c'est très curieux parce que oui, c'est une alliance. Pourtant, beaucoup ignorent en plusieurs choses qui arrivent actuellement. Et ici, eh bien, nous analysons ce qui vient et ce qui se passe en ce moment, et aussi un peu du contexte. La Russie vient d'opérer un tournant. Elle avait rejeté le dollar ces dernières années, elle ne voulait pas de dollar, et elle a tourné le dos au dollar pendant un bon moment. Même si, attention, c'était un peu faux, parce que le pays qui achetait le plus de dollars en espèces, pas par virement, mais en espèces. Le pays de la planète qui achetait le plus de dollars au monde, c'était la Russie. Jusqu'à il y a quelques mois encore, c'est-à-dire la Russie en achète beaucoup, mais elle n'aime pas ça. Parce qu'elle ne peut pas, pour commencer, à cause des sanctions, donc elle ne pouvait pas acheter de dollars, mais d'une autre manière. Et tu vas dire, pourquoi ils n'achètent pas des roubles, pourquoi ils n'achètent pas des yens, pourquoi ils n'achètent pas d'autres monnaies, et tout ça? Oui, c'est très bien, c'est tout. Le problème, c'est une seule chose. Elles ne sont pas acceptées ailleurs. C'est-à-dire, tu auras tous les yens du monde, mais si tu vas dans un autre pays, ce pays ne va pas te les accepter ou va te les accepter. Un petit peu. Ça va être difficile de faire des achats. C'est le problème qu'ont les autres monnaies, c'est pour ça que le dollar reste une monnaie de réserve. Et que la Russie vient d'annoncer, qu'elle vient d'annoncer, et maintenant elle va commencer à acheter, à accepter et à utiliser des dollars. Toute la question du pétrole, le pétrole, eux, les Russes, vont maintenant le vendre en dollars, c'est quelque chose qu'ils ont déjà annoncé officiellement. Donc la Russie rejette tout ce que fait le fameux BRICS et se tourne vers le dollar. C'est vrai. Mais évidemment, ceux qui portent tout le discours poutinien, eh bien non. Ils ne le disent pas, n'est-ce pas? Mais eux-mêmes l'annoncent, ils retournent encore une fois vers le dollar. Eh bien, depuis le 15 février, ils l'avaient déjà annoncé. Ce n'est pas si nouveau ce que je vous raconte, mais c'est quelque chose dont on a très peu parlé. Regardez, le 13 février, on a publié ce qui suit.
Le Kremlin n'exclut pas la possibilité de réutiliser le dollar dans les transactions internationales afin de normaliser la politique économique qu'il entretient avec les États-Unis et avec le reste du monde. Non seulement cela, mais ils assurent néanmoins que le pétrole serait également vendu en dollars, dit-il. Personne n'a abandonné l'utilisation du dollar, c'est-à-dire, ils disent qu'ils ne l'ont pas abandonné, dit Dimitri Peskov. Ceci est une conférence de presse donnée le 13 ou le 12 février. Quelques jours plus tard, ils annoncent l'utilisation du dollar en espèces. Selon les autorités russes, l'année dernière, disent-ils, près de 92% des échanges commerciaux en Russie ont été effectués en roubles, 80% selon eux l'année dernière. Maintenant, ils passèrent à l'utilisation du dollar. Si tu veux acheter quelque chose, si tu veux acheter de la technologie, si tu veux acheter, disons, certaines fournitures pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, que faire des roubles achetés et où les utiliser puisque la plupart des achats en Russie se font en dollars ou devises aux étrangères. Avec quoi tu me paies, il faut que ce soit accepté partout dans le monde et que ce soit propre. Il faut que ce soit une transaction bancaire pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est ça la partie compliquée. C'est là que je dis que les alliances, oui, elles existent évidemment, mais en même temps, l'économie est interconnectée. Et heureusement, on ne part pas en guerre, parce que si un pays s'effondre, l'économie de l'autre s'effondre aussi, l'effet domino est le même pour tout le monde, voire pire pour d'autres pays, qui souvent ne sont même pas concernés. Alors, si nous voulons un certain équilibre, cette mondialisation qui est souvent critiquée mais rarement analysée, cette union qui existe avec de grands défauts, mais dans quel monde vivons-nous ? Si l'ennemi ultime dépend aussi de toi et toi de lui, alors ils ne peuvent pas s'attaquer. Et ça, c'est bon pour éviter une troisième. Certains théoriciens affirment que la troisième guerre mondiale n'aura pas lieu, car les grandes puissances dépendent fortement les unes des autres. Regardez, pour vous donner des exemples, Tesla, oui, c'est-à-dire Tesla. Merci beaucoup. Le pays qui achète le plus dans le monde, c'est la Chine, et inversement aussi. Walmart est une seule entreprise des États-Unis. Mais rien d'autre, rien d'autre. L'entreprise Walmart achète plus à la Chine que beaucoup de pays réunis. Les achats de Walmart en produits chinois sont énormes, c'est-à-dire que la Chine dépend de Walmart, mais Tesla dépend de la Chine. Et si on additionne tout ça et qu'on regarde des entreprises comme Apple, Apple profite énormément de la Chine. Aujourd'hui, même si certaines usines ont fermé, Apple dépend toujours de la Chine. Et elle gagne énormément. La Chine gagne moyennement avec les usines qu'elle possède. Elle apporte des emplois, mais ses bénéfices sont bien moindres. Mais pour en revenir à ça, c'est-à-dire, ça coûte à la Chine. Disons quelques dollars pour un téléphone fini alors qu'ils te le vendent à 1000 ou 2000 dollars. On en tire beaucoup plus avec Apple puisqu'Apple réalise de gros bénéfices grâce à la Chine. Mais si on additionne et additionne et additionne encore, on voit que certaines entreprises et des milliers, voire des millions de personnes dépendent du fait que l'autre pays soit stable, qu'il aille bien. Donc c'est super intéressant. C'est, disons-le, c'est un paradoxe très curieux, mais il y a d'autres alliances très curieuses. Regardez, par exemple, il y a une alliance qui se forme. Une route commerciale alternative est le corridor nord-sud, le INSTS. L'idée est d'éviter le canal de Suez et aussi les sanctions occidentales. Des blocs sont en train de se former. Si on regarde rapidement la carte, des blocs sont en train de se former. Vraiment fou parce que regardez la Chine, elle est en train d'avoir, je vous avais déjà parlé du port que la Chine construit par ici. Alors, est-ce qu'elle va contourner tout ça et tous les problèmes que ces pays pourraient en lui causer ? Imagine, tu passes par là où se trouve le Japon. Parce que, regarde, ici tu peux passer, oui, mais regarde à quel point la Corée et le Japon sont proches, et tu te dis, bon, mais ici c'est la Chine. Regarde, elle a tout ça pour sortir. Non, tout ça c'est le Japon, ça ne s'arrête pas là. Regardez, il y a les îles.
toutes ces îles, et chacune de ces îles, eh bien aujourd'hui cette île est à 200 kilomètres d'ici, et cette autre île aussi. Et puis si tu cherches par ici, tu trouves d'autres îles, des îles, et ça continue. Disons qu'il y a une sorte de mur, il y a des endroits où tu peux circuler, mais en cas de problème. Ici, le Japon te ferme tout. De même, ces pays te ferment tout ici, et ils te laissent sans accès commercial au reste du monde. Mais que se passerait-il si la Chine n'avait plus qu'à traiter avec le Pakistan, ce qu'ils font déjà? Un train va avancer à travers la Chine, passer par le Pakistan et arriver à la mer, contournant tout cela. Et cela est déjà en construction. Le port, en fait, est déjà opérationnel. Le port, disent-ils, le plus grand du monde. Donc c'est une alliance commerciale et cela convient parfaitement au Pakistan et aussi à la Chine parce qu'elle se dit « Écoute, au lieu de me battre, avec 5, 6 ou 7 pays, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, le Japon, Iguane, la Corée du Sud, tous les pays, je ne traite qu'avec le Pakistan. Je garde le Pakistan satisfait. Et regarde, ceux-ci sont déjà moins chers, plus abordables et plus sûrs, mais rien de plus, rien de plus. C'est quand même intéressant et intéressant. Et Bon, d'un autre côté, le deuxième bloc, évidemment l'Occident, les États-Unis. L'OTAN, l'Europe, le Japon, les alliés, il y a beaucoup de pays qui sont alliés par voisinage, pour différentes raisons, n'est-ce pas? Le Mexique, les États-Unis. Même si le Mexique entretient de bonnes relations avec beaucoup d'autres groupes, et je pense que stratégiquement, c'est une bonne chose. C'est-à-dire tant que tu ne te vends à aucun, même si parfois ça peut en avoir l'air, mais bon, il faut maintenir un équilibre. Il me semble que le Mexique s'en sort plutôt bien, surtout compte tenu de sa position. Je pense qu'il continue et doit chercher à maintenir un équilibre sans rompre avec personne. Avec beaucoup de pays, on maintient une bonne relation, mais bon, le point c'est que cette alliance, le bloc occidental, les États-Unis ou l'OTAN, est vraiment faible. Parce que c'est ainsi que les États-Unis l'ont décidé, ou parce que Trump l'a décidé ainsi. Ici, la grande question est de qui prend cette décision, les États-Unis en tant que pays ou une autre personne en particulier. S'ils agissent comme des personnes très suspectes, parce qu'il faudrait demander aux Américains s'ils veulent vraiment rompre avec le monde comme ils le font et s'allier avec la Russie. Ou alors, qu'est-ce que veut Trump? Autrement dit, quelle est la stratégie géopolitique de Trump? Ceux qui ont étudié la psychologie de Trump assurent qu'il agit dans le chaos. Sa façon d'opérer préférée, là où il aime agir, c'est dans le chaos. Autrement dit, il provoque la colère, le chaos. Il en profite et saisit l'opportunité. Mais malheureusement, cela peut briser des alliances. L'Europe se méfie complètement des États-Unis. En ce moment, je dirais pas des États-Unis. Ou elle se méfie de Trump, mais le point c'est que Trump est le président. Donc c'est l'alliance avec les États-Unis qui en pâtit. Et si elle se brise, peut-être que ça ne sera plus jamais pareil. Peut-être qu'on verra ce qui se passe avec le temps, mais bon, c'est une alliance logique. Mais le problème, c'est dans la phrase. Il y a ce slogan America First, et beaucoup disent en fait que ce America First, c'est plutôt Israel First. Parce qu'au final, cette guerre avec l'Iran, eh bien, on dirait plutôt une guerre qu'Israël avait besoin de déclencher. Et que, eh bien, ça a bien arrangé Donald Trump en ce moment, avec tous les problèmes internes qu'il a, il s'est dit, bon, eh bien, allons-y. Donc c'est ça, et il y a un troisième bloc, et c'est de plus en plus évident et de plus en plus fort. Est-ce que maintenant c'est l'Arabie Saoudite qui écoute bien? Maintenant c'est l'Inde, souvenez-vous, en ce moment ils sont là. Pour commencer, point, maintenant c'est maintenant. Et le Pakistan a signé un accord de défense mutuelle. C'est une petite alliance très intéressante, mais en plus l'Arabie Saoudite et l'Inde ont une bonne alliance. Curieusement, maintenant, ça se passe bien avec les deux ennemis entre l'Inde, le Brésil, l'Afrique, surtout certains pays. Ils n'ont pas tous été alliés et l'Asie du Sud-Est est en train de former une alliance très intéressante, qui est essentiellement une alliance commerciale. On ne voit pas encore une alliance politique complète, on ne voit pas d'alliance militaire pour le moment, mais il y a une alliance intéressante. L'Amérique latine est très divisée. Pas les gens, je pense que nous sommes de plus en plus unis, mais les politiciens sont très divisés. Ils ne sont pas unis. Constamment, il y a des tensions entre l'Équateur et le Mexique, le Salvador avec on ne sait pas qui, et ainsi de suite. Ils nous contrôlent très bien,
nous les latino-américains, les gouvernants, parce que nous n'avons pas trouvé le moyen de bien nous entendre, ils sont presque en train de nous chuchoter, de nous pousser à nous disputer davantage. À cause de l'idéologie de droite, de gauche, ce n'est pas comme ça. Stratégiquement, nous nous sommes beaucoup trompés, cela ne devrait pas avoir d'importance. En Amérique latine, il devrait y avoir une union en tant que bloc. Imaginez à quel point nous serions puissants, nous serions comme un bloc. À chacun avec sa culture, avec ses pays, d'ailleurs, nous avons beaucoup de liens. Mais qu'il y ait une union, qu'il y ait vraiment une union. Plus à droite, toi plus à gauche, toi plus ceci ou cela. Mais unissons-nous, faisons front pour cette cause, c'est un rêve. Guajiro encore, mais il faudrait aussi, voyons, moins de radicalisme maintenant. C'est-à-dire ceux qui sont trop extrêmes, surtout trop à droite, qu'ils aillent davantage vers le centre, pour qu'il y ait de l'union. Et arriver à un juste milieu pour équilibrer. Pouvoir dialoguer, ce qui semble compliqué, l'Amérique latine a un peu de mal avec cette partie, mais bon, comme puissance, ce serait incroyable, incroyable. Le fait est que la troisième alliance, qui est la plus étrange de toutes, ce sont les pays arabes, un groupe de pays asiatiques du Sud. Il faut regarder les pays arabes car ils sont pratiquement tous en Asie, sauf l'Égypte en tout cas, et peut-être un ou deux autres par-ci par-là. Mais les pays du Moyen-Orient, comme on les appelle, eh bien, c'est l'Asie. Donc ces pays asiatiques, avec l'Inde, avec l'Indonésie, ces pays-là forment de plus en plus d'alliances très intéressantes. Par exemple, le sujet du Pakistan et de l'Arabie saoudite, c'est incroyable le potentiel qu'il y a là-bas et la Chine s'y est de plus en plus impliquée. Je dis aussi que ce sont des alliances personnelles et des ambitions qui sont déjà tellement entremêlées. N'y a-t-il pas des pays qui ont beaucoup plus de relations, même s'ils sont ennemis, qu'il n'y paraît? Voilà un progrès. Non, parce que j'aimerais aussi parler d'autres sujets, par exemple cette idée qu'on commence à travailler davantage dans, une sorte de monde mondialisé. Mais les alliances et les envies sont déjà là. Il y a de plus en plus d'alliances et elles sont déjà tellement mélangées l'autre jour. Regarde, ce serait intéressant d'analyser la puissance de chaque passeport des pays latino-américains, la puissance des passeports des grandes puissances, pour que vous voyez à quel point cela a un impact. Et la façon dont on va te voir dans le monde dépend de ce que fait ton président. Par exemple, les États-Unis, pendant de nombreuses années, avaient le passeport le plus puissant du monde, c'est-à-dire celui qui permettait d'aller dans le plus de pays de la planète, les États-Unis. Et maintenant, il est classé en dessous du Mexique, et le Mexique ne s'en sort pas mal sur ce sujet. Il est accepté dans une grande partie du monde, mais ce processus n'est pas plus bas. Pourquoi pensez-vous? Pourquoi pensez-vous que cela s'est produit? Tout cela fait que, soudain, la géopolitique semble lointaine, les alliances aussi semblent lointaines, mais non, les alliances sont très importantes et il y a quelque chose que le Mexique fait bien. Non, pas seulement en ce moment, c'est-à-dire, cela dure déjà depuis un bon moment, au moins. Depuis 2006-2007, voire un peu avant même, cela s'est amélioré petit à petit. La puissance du passeport en 2026, c'est déjà l'un des passeports les plus puissants. Disons qu'il est parmi les 30 premiers à peu près. Pas parmi les tout premiers passeports ou dans le top 20, je ne pense pas, mais il est dans ces eaux-là. Oui, demain si vous voulez, on vérifiera, enfin pas demain, ce soir on peut vérifier si vous voulez. Non, je pense que c'est au 20e rang des passeports les plus puissants. Donc oui, c'est très important. Où en sont le Brésil, l'Argentine et la Colombie? On vérifiera ça tout à l'heure, il y a un classement des passeports et on regardera ça là-dessus. Je me suis déjà étendu, on revient bientôt avec une mise à jour. Que se passe-t-il dans le monde? Merci de m'avoir accompagné, excellente journée. On continue à discuter, à bientôt.